Le chapitre 11, principe de l'inertie. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à certaines questions et en particulier, comment expliquer l'envol du kitesurfer? Qu'est-ce qui agit sur la flèche en vol? Pourquoi le pilote et son copilote se sentent-ils attirés vers l'extérieur du virage? Comment agit la force gravitationnelle? Soumis à la seule force gravitationnelle, un satellite est animé d'un mouvement circulaire uniforme, comme la Lune. Quelle modification entraîne une force? Pour le savoir, plaçons-nous dans l'espace infini et au-delà. Visualisons R2D2. Quand tout à coup l'étoile de Lemort arrive, R2D2, qui était initialement immobile, est attiré par l'étoile de la mort et est donc mis en mouvement. Donc on peut dire qu'une force peut mettre en mouvement. Que peut-elle faire encore? Prenons une comète qui se déplace dans l'espace. Elle se déplace en mouvement rectiligne uniforme. Sa trajectoire est une droite et sa vitesse est constante. Imaginons qu'elle passe à proximité de la Terre. Le mouvement de cette comète va être dévié par l'attraction terrestre. La trajectoire, qui était initialement une droite, va devenir une courbe et la vitesse, qui était initialement constante, va varier en direction. Si un objet passe à proximité d'une planète, eh bien, la force d'attraction gravitationnelle va dévier la trajectoire de cet objet. Et donc, on peut en conclure qu'une force peut modifier un mouvement. Une des applications, c'est l'assistance gravitationnelle. L'assistance gravitationnelle, vous avez donc de tirer profit de l'attraction d'un corps céleste, en général une planète, pour augmenter ou diminuer l'énergie d'un engin spatial.
Le principe est simple, lorsque l'engin passe à proximité de la planète, il entre dans sa zone d'influence. Du fait de l'attraction qu'il subit, sa trajectoire s'infléchit et sa vitesse par rapport au Soleil change. En effet, en se déplaçant elle-même autour de notre étoile, la planète communique une partie de sa vitesse à la sonde. Une sonde peut ainsi changer de trajectoire en modifiant sa vitesse, mais également son inclinaison par rapport au plan de sa trajectoire autour du Soleil. Les paramètres modifiés dépendent de la masse de l'astre survolé, de l'altitude du survol et de la vitesse relative d'arrivée de la sonde. Si le survol s'effectue dans le sens de déplacement de la planète autour du Soleil, la sonde gagne de la vitesse, dans le cas contraire, elle en perd. Le phénomène physique se produisant entre les deux corps est un échange d'énergie. Récapitulons. À retenir, une force peut mettre en mouvement ou modifier le mouvement d'un système. Modifier, donc le mouvement signifie sa trajectoire et ou sa vitesse. Une force peut donc modifier le vecteur vitesse v du système. À ce niveau-ci du cours, je vous invite à rédiger l'activité 1, système au repos ou pas. Force qui se compense. Quand un point matériel est soumis à des forces qui se compensent, la somme vectorielle de ces forces est un vecteur nul. On écrit mathématiquement sigma en majuscule, ce qui signifie somme des forces extérieures est égal au vecteur nul. 1 point maths, si les vecteurs AB et BA sont opposés, leur somme est nulle. Deux forces qui se compensent sont représentées par des vecteurs opposés. Forces et mouvements. Intéressons-nous au jeu de fléchettes, et particulièrement à cette flèche ici, là, en l'air, à ce moment-là de la diapositive. À quelle force est soumise cette flèche à votre avis? L'hypothèse d'Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ, était de dire il faut toujours une force pour entretenir le mouvement d'un corps. L'expérience de Galilée en 1564-1642 a démontré que ce n'était pas le cas. Galilée a pris des plans inclinés, vraiment faits de telle sorte qu'il n'y ait aucun frottement, et puis il a disposé une bille à cette hauteur et il l'a laissé rouler en faisant en sorte qu'il y ait le moins de frottement possible. Et il s'est aperçu que cette bille allait remonter exactement à la même hauteur sur le plan incliné de l'autre côté. Il a recommencé l'expérience, cette fois-ci en modifiant le plan incliné de droite. Il a repris sa bille, il l'a mis à une certaine hauteur, il l'a lâchée, et il s'est aperçu que sa bille remontait à la même hauteur. Et donc, il a fait une hypothèse. Il s'est dit, sur un plan horizontal, si je lâche la bille, s'il n'y a pas de frottement, eh bien, que va faire ma bille? Eh bien, Galilée a fait l'hypothèse que cette bille allait continuer son mouvement rectiligne uniforme. Un mouvement sans frottement sur un plan horizontal n'a pas besoin de force pour se perpétuer. Est arrivé Newton, qui est né en 1643, et il a énoncé le principe d'inertie selon Newton. Dans un référentiel terrestre, tout objet qui n'est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent mutuellement reste dans son état. C'est-à-dire que s'il était initialement au repos, il reste au repos, ou de mouvement rectiligne uniforme. Des applications. Initialement, si le cavalier, assis sur sa monture, est soumis à des forces qui se compensent, son poids et la réaction du cheval sur lui, et s'il est initialement en mouvement rectiligne uniforme, à partir du moment où le cheval s'arrête, il va conserver son mouvement rectiligne uniforme alors que le cheval est arrêté. Même principe. Voyons un autre exemple. Si cet Aston Martin n'est pas bien arrimé sur le plateau du camion, initialement la voiture est soumise à deux forces extérieures, son poids et la réaction du plateau. Elle est au repos. Si
le camion démarre et qu'il n'y a pas de frottement, si le plateau, imaginez vraiment dans un cas idéal que le plateau soit un plateau de glace, qu'il démarre brusquement, eh bien initialement la voiture est soumise à des forces qui se compensent, elle est au repos, elle va rester au repos si le camion démarre et donc elle va tomber. Quelques vidéos qui illustrent la même chose.シルバーのブリッツスカイライン、野村が前です。ライトをつけて田中が急接近、電流の状態でこれに田中が合わせられるのか、見えないぞ、これは見えない。田中それでも頑張る。インに入った田中、それでも全然インに入ったすごい田中、インに入った田中、これは拍手、すごい、はい拍手。Alors, le principe de l'inertie. Dans certains référentiels privilégiés, si un corps est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, son vecteur vitesse ne varie pas, on écrit mathématiquement delta V égale vecteur nul, alors il est soumis à des forces qui se compensent ou à aucune force, mathématiquement, somme des forces extérieures égale vecteur nul. Une application du principe de l'inertie. Regardons ce gymnaste qui est soumis à son poids et à la force de tension des deux fils. Et bien comme il est parfaitement immobile, il est soumis à des forces extérieures qui se compensent et donc forcément son poids et les tensions des cordes T1 et T2 se compensent. P plus T1 plus T2 doit être égal au vecteur nul. Réciproquement, dans certains référentiels privilégiés, si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, c'est-à-dire si la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul, alors ce système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, son vecteur vitesse ne varie pas, c'est-à-dire que la variation du vecteur vitesse est égale au vecteur nul. Appliquons la réciproque du principe de l'inertie. Prenons ce cas où on suspend un poids de masse 500 g à un dynamomètre. La force exercée par le dynamomètre sur la masse vaut 0,49 N, ainsi qu'on peut le lire. Maintenant, si on calcule le poids avec petit g et le champ de pesanteur terrestre égal à 9,81 N par kg et une masse de 500 g, on va trouver une valeur du poids qui vaut également 0,49 N. Donc, on voit que dans ce cas-là, la somme des forces extérieures est égale à 0, puisque ce sont deux forces de même direction, de sens opposé et de même intensité. Donc ici, on a la somme des forces extérieures qui est égale à 0, la force du dynamomètre sur la masse, plus le poids, est égal au vecteur nul. Donc, d'après la réciproque du principe de l'inertie, le vecteur vitesse ne varie pas, et on doit avoir la variation du vecteur vitesse qui est nulle, ce qui est bien le cas ici, puisque la masse est immobile. Contraposé du principe de l'inertie. Un point vocabulaire. Qu'est-ce que la contraposée d'une proposition? Elle est obtenue en prenant la négation des deux conditions de la proposition. Rappel du principe de l'inertie.
Dans certains référentiels privilégiés, si un corps est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que son vecteur vitesse ne varie pas, delta v égale 0, alors il est soumis à des forces extérieures qui se compensent ou à aucune force. Somme des forces extérieures doit être égale à vecteur nul. Donc on va prendre la négation des deux propositions et ça veut devenir si un corps n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire son vecteur vitesse varie, c'est-à-dire que delta v n'est pas égal au vecteur nul, alors il est soumis à des forces qui ne se compensent pas et certainement pas à aucune force. Donc, somme des forces extérieures doit être différente du vecteur nul. Et on obtient ainsi la contraposée du principe de l'inertie. Prenons une application. Dans la réalité, la chute libre d'une balle. Nous avons indiqué ces vecteurs vitesse aux instants t8 et t9, v8 et v9. On voit que la variation du vecteur vitesse n'est pas nulle. Et on voit qu'il est soumis à son poids. La seule force qui s'exerce dans le cas de la chute libre, c'est le poids. Et donc, on a la somme des forces extérieures qui n'est pas nulle. C'est la contraposée du principe de l'inertie. Réciproquement, réciprocité de la contraposée du principe de l'inertie. Donc, on va rappeler la réciproque du principe de l'inertie. Dans certains référentiels privilégiés, si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, c'est-à-dire si la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul, alors ce système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire son vecteur vitesse ne varie pas. Delta v est égal au vecteur nul. On va prendre la négation des deux propositions. Donc on va dire, si les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas, c'est-à-dire que la somme des forces extérieures n'est pas égale à 0, alors ce système n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que son vecteur vitesse va varier. On a la variation du vecteur vitesse qui ne doit pas être égale au vecteur nul. Un exemple, le système c'est la Lune, bilan des forces extérieures, elle est soumise à la force exercée par la Terre sur la Lune, donc la somme des forces extérieures n'est pas nulle, le mouvement est circulaire uniforme, il n'est ni rectiligne uniforme, ni immobile. Et donc, le vecteur vitesse varie en direction, delta v est différent de 0. À ce niveau-ci du cours, je vous invite à réaliser l'activité 2, principe de l'inertie vérifié ou pas. Réfléchissons un peu maintenant. Pourquoi faut-il s'attacher en voiture? Eh bien, considérons initialement que l'autocar se déplace en mouvement rectiligne uniforme et vous, assis sur votre siège, vous êtes soumis à des forces qui se compensent. Vous avez le poids qui vous attire, votre poids, et puis vous avez la réaction de la chaise qui compense le poids. Donc vous êtes soumis à des forces extérieures qui se compensent, vous êtes en mouvement rectiligne uniforme. Si jamais le bus s'arrête brusquement, eh bien vous, si vous n'êtes pas attaché, il n'y a aucune force qui va vous retenir. Vous allez toujours être soumis à votre poids et à la réaction du sol. Et donc, vous allez continuer votre mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi faut-il bien fixer ce que l'on transporte en camion? Eh bien, c'est le même principe. Initialement, ce bloc de béton était en mouvement rectiligne uniforme en même temps que le camion. Si le camion s'arrête et que le bloc de pierre n'est pas fixé au camion, le bloc de pierre initialement il est soumis à son poids et à la réaction du plateau du camion. Mouvement rectiligne uniforme, somme des forces se compense, mais si le camion s'arrête, eh bien s'il n'y a aucune force qui arrête ce bloc de pierre, il va continuer son mouvement rectiligne uniforme. Application à des situations de chute verticale maintenant. Une chute libre verticale, réalisons d'abord l'activité 3, la chute libre verticale. En l'absence de frottement, un système en chute libre est uniquement soumis à l'action de la planète Terre, modélisée par son poids P. C'est la définition d'un système en chute libre. Un joueur lance la balle vers le haut. Quel est le mouvement de la balle lors de sa montée? Trajectoire, c'est une droite, donc mouvement rectiligne.
la vitesse diminue, donc mouvement décéléré. Au bilan, mouvement rectiligne décéléré. Ainsi que la chronophotographie nous permet de le voir. On a donc des vecteurs vitesse V1, V2, V3 dont la norme diminue. Pourquoi? Le joueur communique une vitesse verticale à la balle en exerçant une force sur la balle avec la main. La seule force qui agit ensuite sur la balle est le poids P de la balle, en négligeant l'action de l'air. Et donc le poids freine le mouvement. En résumé, la somme des forces extérieures n'est pas égale à 0, donc la variation du vecteur vitesse n'est pas nulle. La vitesse, le vecteur vitesse étant dans le sens opposé à la somme des forces extérieures qui est égale au poids, le mouvement est décéléré au ralenti. Quel est le mouvement de la balle lorsque la balle retombe? Le mouvement est donc trajectoire droite, mais cette fois-ci, la vitesse augmente, donc mouvement accéléré, mouvement rectiligne accéléré. Donc si on représente les vecteurs vitesse V1, V2, V3, cette fois-ci, on voit que la norme du vecteur vitesse augmente. La seule force qui agit sur la balle, c'est le poids P de la balle, en négligeant toujours l'action de l'air. Et dans ce cas-là, le poids P étant dans le sens du mouvement, le poids va accélérer le mouvement. En résumé, dans ce cas-là, la somme des forces extérieures n'est pas nulle et la variation du vecteur vitesse non plus. Le vecteur vitesse est dans le même sens que la somme des forces extérieures qui est égale au poids, donc le mouvement est accéléré dans ce cas-là. En bilan, un système en chute libre n'est donc ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, car la somme vectorielle des forces extérieures qui s'applique sur lui n'est pas nulle. Somme des forces extérieures est différente du vecteur nul. Les modifications de son mouvement se font dans la direction et le sens de son poids P. Lors d'une chute libre, le mouvement est rectiligne et la valeur de la vitesse varie au cours du temps. Delta V est différent du vecteur nul. Chute libre à deux dimensions maintenant. Le joueur communique une vitesse à la balle qui a une composante horizontale et une composante verticale. Décrire la vitesse horizontale de la balle après qu'elle ait été frappée. Donc, je vous laisse réfléchir un peu. Et si on regarde, cette vitesse horizontale va correspondre à la distance horizontale parcourue au cours du temps en fonction du temps. Donc la seule force qui agit sur la balle, c'est le poids P. Le poids modifie le mouvement vertical. Aucune force ne peut modifier le mouvement horizontal. Donc la vitesse a une composante horizontale qui est constante. Et on le vérifie, si on projette horizontalement les différentes positions de la balle, on voit que horizontalement, elle parcourt des distances égales en des durées égales. Idem ici, entre chaque rebond, les distances parcourues en des temps égaux, sont égales. Parce qu'il n'y a aucune force qui modifie le mouvement horizontal. Le poids ne modifie que le mouvement vertical, puisque le poids n'a qu'une composante verticale. Étudions maintenant le cas d'une chute verticale en présence de frottement. Donc voici une photo de la réalité, sa modélisation. Le système est donc soumis à son poids et aux forces de frottement de l'air, et on peut les identifier grâce au mouvement des cheveux qui sont envoyés vers le haut. Et donc on ne peut pas négliger les frottements dus à l'air dans ce cas-là. Donc il ne s'agit pas d'une chute libre, mais d'une chute verticale avec frottement. Donc dans ce cas-là, vous avez le sens du mouvement. Vous avez les vecteurs vitesse V1, V2 et V3 et V4 qui augmentent au cours du temps, au cours de la chute. Et quelles sont les forces extérieures qui s'appliquent au système. Donc en chaque point, on a le poids P qui est une force qui est une direction verticale et un sens vers le bas. Et à chaque fois, on a une force de frottement, F1, F2, F3. Et il se trouve que les forces de frottement augmentent avec la vitesse. Donc plus la vitesse augmente et plus la force de frottement est importante. Donc le chapitre 11 est terminé. Je vous invite à rédiger les exercices du Hachette 2019, pages 192 et plus, en obligatoire les numéros 3, 11, 13 et 17, et en conseillé les numéros 5, 7, 9, 12, 16 et 18.